sera consacré à la France et à son pouvoir de dissuasion nucléaire. Les comptes cédés. Qui compte céder pour la paix mondiale, j'imagine, oui, parce que c'est ça la dissuasion nucléaire, pour céder à l'ensemble de l'Union européenne la bombe atomique. Sauf pas exactement. Ils ont clarifié. La dissuasion nucléaire, à la base, sert, c'est un garde-fou de garantie pour un pays, pas de défense du monde. Oui. On l'avait présenté comme tel, une fois qu'il y aurait en tout cas, du côté américain, c'est comme ça. C'est présenté. Mais du côté de la doctrine française, c'est ça garde un pays. C'est le nôtre, la France, en l'occurrence. C'est l'ultime recours si la France se fait attaquer. Donc, sans plus attendre, commençons le sujet. Donc, Macron offre le pouvoir de dissuasion nucléaire français à l'Europe. On n'a pas trafiqué la paix. Ouais. Oui. L'Europe, c'est moi le prochain président européen. Lors d'une visite d'État en Suède, donc la semaine dernière, le 30 janvier dernier, Emmanuel Macron a rompu avec 60 ans de souveraineté nucléaire. La France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à disposition de l'Union européenne, a-t-il assuré fièrement. Ce n'est plus un secret pour personne, le président français mise beaucoup sur l'Europe, serait-il capable pour cela d'en oublier la France? Interrogé devant l'Académie de défense suédoise sur le recours à la dissuasion nucléaire pour protéger l'Union européenne, Emmanuel Macron n'a pas hésité. Oui, définitivement, et de se justifier, une partie de nos intérêts vitaux sont dans l'Union européenne, et cela nous confère une responsabilité particulière. Donc, on va regarder aussi qu'est-ce qu'est au départ la dissuasion nucléaire française, parce qu'elle a sa petite typicité, comme je vous l'ai dit dans l'intro. C'est en pleine guerre froide qu'est née la dissuasion nucléaire française. Son but, montrer suffisamment de force pour décourager un ennemi d'attaquer. Aujourd'hui, depuis l'abandon du site de lancement terrestre de missiles, les forces atomiques françaises reposent sur deux vecteurs. L'aviation. À tout moment, elle peut emporter des charges nucléaires sur des théâtres extérieurs. Second vecteur, la marine. Les missiles les plus destructeurs sont embarqués par les 4 sous-marins lanceurs d'engins tapis en silence dans les océans du monde. Ils transportent des dizaines de têtes pouvant atteindre des cibles à plus de 10 000 km. Pour assurer la crédibilité de cette force nucléaire, la dissuasion repose aussi sur la recherche. C'est en laboratoire, ici au commissariat à l'énergie atomique, que sont testées les armes nouvelles depuis la fin des essais nucléaires en 1996. Malgré les critiques qui lui sont adressées, la dissuasion est considérée comme l'assurance vie de la France. Une assurance vie qui a un coût, 3,6 milliards d'euros par an, ce qui représente 10% du budget de la défense. Voilà. Donc, au départ, initialement, elle est vraiment de protéger la France du dernier recours. Bon, après, pour un petit pays, enfin, en termes de territoire, pas en termes économiques, mais en termes de territoire, le dispositif pour le nucléaire français est quand même costaud. Oui. Mais c'était une volonté de Gaulle, si je me souviens bien. Oui, bien sûr. Je pense que c'était dans le but de Gaulle a commencé le principe, parce que De Gaulle, il faut comprendre, c'est que De Gaulle a toujours eu peur des Américains. Américains qui étaient des gros compétiteurs à l'époque. Dans cette course à l'armement pendant l'Union soviétique. Et De Gaulle ne voulait pas que la France soit vassale des Américains, ni qu'elle soit sous danger de l'autre bloc. Exactement. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, son pire cauchemar est en train de se réaliser. On n'est plus de ce monde pour pouvoir le voir. Là, on va regarder un peu plus, d'un point de vue géopolitique, le nucléaire. L'aspect mondial, où on en est mondialement sur la question du nucléaire.
L'intervention militaire russe en Ukraine le 24 février 2022, suivie de l'annonce par la Russie de la mise en alerte de sa force de dissuasion dans les premiers jours du conflit, a remis la dissuasion nucléaire au cœur de l'actualité. Par dissuasion nucléaire, on entend la doctrine militaire défensive, qui consiste à décourager l'utilisation de la force par un adversaire, en faisant peser le risque de l'emploi d'une arme nucléaire. Entre puissances nucléaires, l'efficacité de la dissuasion repose sur le risque de destruction mutuelle, c'est-à-dire la crainte réciproque d'une riposte nucléaire qui conduirait à des dommages irréversibles. En Europe, seuls 2 pays disposent d'une capacité de dissuasion nucléaire, la France et le Royaume-Uni, tous 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés des autres puissances nucléaires que sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France est l'unique puissance nucléaire dans l'UE. Cependant, d'autres États européens disposent sur leur territoire d'armements nucléaires. C'est le cas de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Italie. Mais ces derniers ne sont pas pour autant considérés comme des puissances nucléaires. Pourquoi ? Parce que les armes en question appartiennent aux États-Unis et leur utilisation demeure soumise à l'approbation de Washington. Il s'agit là d'un héritage de la guerre froide. La plupart des États membres de l'UE, étant également membres de l'OTAN, ces derniers bénéficient de la protection nucléaire américaine. C'est ce que l'on appelle communément le parapluie nucléaire américain ou la dissuasion élargie. Ce principe découle de la clause de solidarité de l'OTAN, selon laquelle une attaque contre un membre de l'Alliance équivaut à une attaque contre tous. À l'inverse, d'autres pays de l'UE sont formellement opposés aux armes nucléaires. C'est notamment le cas de l'Autriche, neutre depuis 1955, et fervent soutien du traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté en 2017. Bien évidemment, les États dotés voient ce texte qui vise à définitivement interdire les armes nucléaires d'un mauvais œil. Le conflit en Ukraine et les menaces ouvertes et répétées d'utilisation de l'arme nucléaire par Moscou sont venus relancer les débats quant au rôle de la dissuasion nucléaire pour la sécurité européenne. Pour ses partisans, l'existence de la menace nucléaire en Europe nécessite de s'en prémunir. Cela explique la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, qui souhaitent bénéficier de la protection nucléaire offerte aux membres de l'Alliance. Pour ces détracteurs, ils sont au contraire l'illustration des risques posés par la dissuasion nucléaire et un argument de plus en faveur du désarmement. Sauf que l'OTAN est tombée à l'eau, à mes yeux. Une des plus grosses erreurs que l'Europe a fait. Bien sûr, c'est pas d'envoyer une bombe nucléaire sur l'Ukraine. Mais après l'envoi de missiles de Pchevolod, tu vois, le missile qui atterrit en Pologne, à 10 km de la frontière ukrainienne-polonaise. Il y a eu 2 frappes de missiles qui sont arrivées en Pologne en partance d'Ukraine. Et qui ont tué justement un fermier polonais. Le fait qu'il n'y ait pas eu de répercussions, que l'Ukraine, on n'est pas dans les traités de l'OTAN, on n'est pas dans l'Union européenne, donc théoriquement, même si c'est la conséquence d'une guerre, il en est de leur responsabilité. Et je pense que, même si, j'entends bien, on peut comprendre qu'ils se défendent, que peut-être ils ont voulu volontairement allumer le feu, parce que les Ukrainiens ont accusé les Russes qui auraient pu mettre le feu. Pardon, justement, quand ces missiles sont atterris en Pologne, il y a eu 1 ou 2 jours de suspens où tout le monde s'est accroché pour savoir comment ça allait être interprété diplomatiquement. Est-ce qu'il s'agissait d'un accident, d'une attaque de l'Ukraine, d'une erreur de l'Ukraine, d'une attaque de la Russie, d'une erreur de la Russie? Peu importe. Le résultat a été, enfin, le verdict est tombé. C'est un missile ukrainien. Certes. Donc, le fait qu'il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça, au contraire, ils ont envoyé de l'argent à l'Ukraine en particulier, montre le côté pas crédible de l'OTAN. Ça n'a pas été perçu comme une attaque. Si. À partir du moment où il y a un mort sur ton territoire,
de ta population qui plus est. Il y a eu plus de morts volontaires, je sais pas, de Pologne ou de France qui sont allés en Ukraine pour porter. Ah non, mais après, ça, c'est sur le territoire ukrainien. On s'en fout. Le traité de l'OTAN, c'est l'attaque du territoire volontaire. Enfin, le fait de mentir sur un conflit mondial. Vous méritez pas sanction? Il y a plus de sanctions sous-jacentes. Non, il fallait justement. Il fallait une sanction publique. Justement, moi, je pense qu'il faut que certaines sanctions se font sous... Tout le monde est tellement soulagé que ça n'envenimera pas le conflit. Non, mais j'entends bien. Je ne dis pas de leur envoyer une bombe nucléaire. De toute façon, ils sont en état de riposter. Mais la question, c'est juste que quelle est la crédibilité de l'article 5 de l'OTAN? Où tous les États membres doivent répliquer si un État membre est attaqué. Peut-être que si la Pologne aurait déclaré qu'elle a été attaquée, là, il y aurait une répercussion. Je pense que si les Ukrainiens auraient voulu l'ajouter diplomatiquement, ils auraient, dès le début de l'invasion russe, déclaré officiellement la guerre, par exemple, aux États-Unis et à la Pologne. Et ils auraient prévu, nous allons bombarder cette ville ce jour-là, parce que nous sommes en guerre contre vous. Et là, ils seraient fait envahir par l'OTAN, et ça aurait évité ce conflit qu'il y a eu enlisement maintenant. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Tu vas voir, l'OTAN sera beaucoup plus actif si quelque chose se déclare dans le Pacifique. Attends. On va continuer parce qu'il y a quand même, il y a des marques de... Mais je précise plusieurs choses par rapport à la Russie, par exemple. Oui. La Russie a notifié très tôt au début du conflit qu'elle était une force de dissuasion nucléaire et qu'elle activait son plan. Oui. À ce moment-là, c'est pas l'OTAN qui l'a fait stopper. C'est la Chine. Bien sûr. Qui a dit à la Russie, non stop, là tu t'emballes, Poutine. Tu redescends un peu, si tu veux continuer à nous avoir comme soutien, pas allié, mais comme soutien, tu arrêtes directement en parlant de menace nucléaire parce que nous, ça on te l'a pas. Et c'est à ce moment-là que Poutine s'est tu sur le sujet. Oui, je me rappelle de cette époque. Justement, Xi Jinping est venu, je crois, 2 ou 3 fois sur 2-3 mois, voir Poutine, en gros, pour le remettre à distance. Ouais, je sais bien, je sais. Donc c'est mais c'est pas pour les, justement, je pensais que c'était pour des intérêts économiques, peut-être pour gagner du temps pour Taïwan, moi, c'est ce que je pense au départ, aussi. Sauf que, c'est pas pour l'économie, ça, ils s'en foutent, la Chine. C'est effectivement pour Taïwan, je pense, et pour une autre raison qu'on va voir par la suite dans ce sujet. Utiliser le terme pour raison de synchronicité, c'est ça? Ouais. D'accord, continue. Voilà, là c'était la déclaration, donc c'est Marine Le Pen qui l'a tweeté. C'est la déclaration de Macron justement en Suède, quand il annonce qu'il va partager justement la dissuasion nucléaire avec l'Europe. D'ailleurs, il est très anxieux quand il le dit, c'est un sujet où il est pas très à l'aise, donc il n'a pas spécialement envie. Peut-être que là on le fait chanter, enfin on l'oblige. Je pense qu'il oui. Il y a de cela quelques années, je l'avais dit sans embâge. Nos intérêts vitaux, ce que nous définissons comme nos intérêts vitaux, sont en partie quintessentiellement européens, ce qui nous confère une responsabilité particulière. En ce qui concerne ce que nous possédons et notre capacité de dissuasion, pour dire les choses clairement. Par ailleurs, je l'ai dit. Non, je l'ai jamais vu aussi mal à l'aise. Ouais. T'as vu? Là, il est très très mal à l'aise. Sauf que, je pense qu'il n'a pas le choix pour une simple et bonne raison. C'est qu'il a des infos qu'on n'a pas. Ah oui, mais parce que toujours. Les infos qu'ont les politiciens sont les mêmes que nous, plus des infos secrètes ou illégales ou... Non, mais c'est des infos qu'on n'a pas, mais les questions, nous, on les a. On les a déjà posées. Sauf que lui, il a un temps d'avance, il a déjà des projections. Qu'est-ce qui pourrait le rendre aussi anxieux? Pourquoi subitement? Par rapport à ce qu'on a vu précédemment, selon toi. Moi, mon hypothèse, elle est simple. Trump
va être réélu dans 1 an, où il y a de fortes chances, donc forcément, il faut s'habituer, en période justement de guerre, de géopolitique, on va dire, tendancieuse mondiale. Si Trump passe, il a annoncé là sur sa campagne, il dissout complètement l'OTAN. Qui dit que s'il dissout l'OTAN, il n'y a plus de protection sur l'Europe. Il rapatrie les bases américaines de l'OTAN sur le territoire américain. C'est ça. Mais ça signifie pas encore qu'il y a menace sur l'Europe. Non, c'est pour ça qu'ils se sentent obligés de devoir le faire. Mais en fait, comme on est dans les traités européens et que ça va dans le truc du supranational et du fédéralisme, en fait, il se retrouve couillonné. En fait, il y a un problème de timing pour lui. Mais il pourrait alors plutôt conditionner. Il va dire, si jamais l'OTAN disparaît, la France à ce moment-là pourrait déléguer. Ouais, mais comme on a moins d'1 an et qu'on commence à parler de ça là, c'est crois-moi, il doit avoir des infos. Puis c'est pas on voit très bien en ce moment. Il y a énormément de turbulences qui se passent aux États-Unis. C'est vrai qu'on aurait pu traiter ce sujet-là. J'attends peut-être d'avoir un peu plus d'informations. Je pense qu'on va faire un beau sujet de plus. D'accord. Mais je sais pas si tu es au courant sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Non, pas vraiment. Il y a une genre de guerre de sécession qui est en train de s'organiser aux États-Unis. Une vraie guerre de sécession comme à l'époque. Entre la police fédérale et les gardes d'État du Sud. Celle pour la frontière mexicaine. Exactement. En fait, au départ, ça vient du Texas, où justement, il a demandé d'avoir l'autorisation au Conseil constitutionnel américain, le gouverneur justement du Texas, qui s'appelle Greg Abbott, je crois que c'est ça. Il a eu l'aval, donc il a renforcé la surveillance des gardes barrières justement qui sont là-bas, ils ont mis plein de trucs de barbelés. Sauf que Biden a refusé à envoyer la police fédérale aller couper au cutter l'employé des gardes fédérales. Et il a refait du coup une demande en disant que c'était illégal, et là sa demande a été refusée. Donc en fait, le problème c'est que les États-Unis qui commencent à être désunis, on sait ce que ça veut dire, quoi. Historiquement, oui. Ça s'est déjà vu. Donc s'ils ne respectent plus déjà des principes de base de la Constitution, qui est d'ailleurs beaucoup plus simplifiée que n'importe quelle Constitution du pays, tu touches pas à la Constitution, tu touches pas au droit d'armes, au deuxième amendement qui consiste à le droit d'armes. Et surarmé, oui, si un conflit attaque qui explose, ça explose tout court. Mais en gros, voilà. Et le problème, c'est que tous les États du Sud, Trump les soutient dans justement cette lutte. Sauf que tu sais très bien que dans les États-Unis, c'est les grands électeurs, et la majorité des grands électeurs, c'est les États du Sud. Donc au vu de l'embrasement qui est en train de se passer, et qui vont perdre énormément de sièges à l'Union européenne, ils savent que s'ils le votent pas là avant les européennes. En fait, voilà, il y a un momentum que Macron ne peut pas maîtriser, peut pas anticiper. Il aurait voulu le faire plus tard, tu vois, bien l'emballer, mais là, il est juste obligé. Et il sait pas comment le dire et comment le justifier. Mais c'est quand même dingue de le voir pour la première fois être aussi anxieux. Ouais. Oui, c'est parce qu'il y a il s'en cache même plus. Oh. L'article de larépublique.fr. La nouvelle république.fr. La nouvelle république.fr. Armes nucléaires, 2 points. Pourquoi Emmanuel Macron propose aux Européens de s'associer à la stratégie de dissuasion? Alors ça, c'est quelque chose qu'il avait dit en 2020 lors d'une rencontre avec les nouveaux grades de l'armée, l'école de guerre de Paris. Face aux incertitudes mondiales qui pèsent sur la sécurité, Emmanuel Macron a exhorté ses partenaires européens à développer l'autonomie de l'UE. Emmanuel Macron a donné vendredi sa vision de la stratégie liée à la dissuasion nucléaire française devant un parterre d'officiers à l'école de guerre à Paris. Un exercice imposé à chaque président de la République, puisqu'il est le chef des armées et maître de la doctrine de dissuasion nucléaire. Considéré par la France comme la clé de voûte de sa stratégie de défense de ses intérêts vitaux,
Macron a exhorté les Européens à développer une plus grande capacité d'action face aux désordres mondiaux en participant pleinement aux futures négociations contre les armements. Qu'est-ce qu'il propose? Il a souhaité que les Européens proposent ensemble un agenda international de maîtrise des armements. Dans un contexte de remise en cause des traités existants par les États-Unis et la Russie, la récente dénonciation par Washington du traité russo-américain de 87 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF, qui interdisait des missiles de portée de 500 à 5500 km, place en effet de nouveau l'Europe au cœur d'une potentielle course aux armements. Quel est l'arsenal français? La France a réduit la taille de son arsenal nucléaire à moins de 300 têtes, a indiqué Macron. 9 pays possèdent à ce jour environ 17 000 armes nucléaires selon l'ICAN, Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ONG, prix Nobel de la paix en 2017. Les États-Unis et la Russie maintiennent environ 2000 de leurs armes nucléaires en état d'alerte. La plupart sont des dizaines de fois plus puissantes que celles utilisées au Japon en 1940. Quel est l'enjeu d'aujourd'hui? La France est convaincue que la sécurité à long terme de l'Europe passe par une alliance forte avec les États-Unis, a expliqué Macron face aux inquiétudes de certains membres de l'UE, notamment en Europe de l'Est, qui s'en remettent avant tout à l'OTAN pour leur sécurité. Mais notre sécurité passe aussi inévitablement par une plus grande capacité d'action autonome des Européens. Sans aller jusqu'à proposer une dissuasion partagée, du moins à l'époque, il a proposé aux partenaires européens de s'associer aux exercices de force française de dissuasion, précisant les intérêts vitaux de la France sont désormais une dimension européenne. Un responsable des conservateurs allemands, Angela Merkel, avait plaidé lundi pour que l'UE dispose à l'avenir de sa propre force de dissuasion nucléaire, suggérant une mise en commun de l'arsenal atomique français. Donc c'est un peu de pression de l'Est. Il semble que si l'OTAN lâche, il faut tout de suite avoir un plan B. Voilà. C'est un article d'il y a 4 ans, mais c'était déjà avant la guerre en Ukraine. Cette tension est devenue plus forte. Mais justement, il y avait eu un regain d'intérêt pour l'OTAN. Sauf que à l'époque, ils s'en foutaient parce que bon, ils savaient que ça allait, ils avaient le contrôle, ils parlaient encore à Trump et compagnie. Sauf que là, je pense que si Trump il est réélu, il parle même plus à Macron. En fait. De toute façon, il parle beaucoup de Macron sur sa campagne. Je sais pas si tu vois là aux États-Unis, il se fout de la gueule de Macron dès qu'il a l'occasion. Moi aussi. Non, mais oui, je sais. C'est quand même l'un des présidents les plus puissants du monde, tu vois. Qui cible comme ça un président ad nominem sur les 200 pays, je vais dire, tu vois, il y a des pays peut-être plus honteux que Macron. Il en a pas. Oui, French bashing encore de beaux jours en Amérique. Oui, je pense. Je pense que tu as raison. Le French bashing a encore beaucoup d'avenir aux États-Unis. Mais donc bon, voilà. Là maintenant, on va voir les réactions des classes politiques, on va dire. Et des Philippes. Voilà. Donc il y a eu deux personnes qui ont seulement parlé du sujet. C'est la NUPES et les Patriotes avec Philippot. Oui, ça date de quand? Ça, c'est à 2-3 jours, attends. Il y a 6 jours. Quand même. Ouais. Actualité parlementaire, communiqué de presse. C'est ça qu'en plus, qui est scandaleux, c'est qu'en plus, c'est une vidéo de mec. Ils utilisent un traducteur, ils n'utilisent même pas le droit, c'est scandaleux. Emmanuel Macron a tort. La dissuasion nucléaire ne se partage pas, 1 février 2024. Lors de son déplacement en Suède, le président de la République a eu des mots extrêmement catégoriques au sujet du partage de la dissuasion nucléaire française. En affirmant que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe, il engage une rupture très nette avec la doctrine de dissuasion française. Cette rupture avait certes déjà été évoquée par quelques éléments du discours prononcé à l'école de guerre en février 2020. Mais ici, en présence de chefs d'État à l'étranger, il s'agit d'une forme d'engagement de notre pays. Ainsi, une personne seule peut engager la France à prendre en charge la défense des intérêts vitaux de 27 États par le recours à l'arme atomique. Qui déciderait? Le président français seul?
Sur quels critères? Les différends d'autres pays pourraient entraîner l'entrée en guerre nucléaire des Français. La dissuasion nucléaire n'est ni une rodomontade, ni une monnaie d'échange, ni un élément parmi d'autres dans les situations d'escalade guerrière. Actuellement, elle est un engagement d'anéantissement contre quiconque viserait les intérêts vitaux de notre pays. Elle est donc absolument et directement liée à la souveraineté d'un pays, c'est-à-dire de son peuple et de ses seuls intérêts. Elle ne se partage donc pas. Cette doctrine repose sur la nature de l'arme nucléaire. Étendue à la défense de 27 pays, la déclaration du président français est un acte de dissémination nucléaire non conforme aux engagements de la France sur ce sujet. Déjà interpellée par le recours aux armes depuis l'espace, désormais en voie de militarisation complète, la dissuasion serait tout simplement vidée de sens par un champ d'application impossible à assumer. Ainsi, le président de la République commet-il une faute grave en prétendant pouvoir mettre la dissuasion nucléaire française à la disposition de l'Europe. Promettant plus qu'il ne saurait tenir, il émousse la crédibilité de la dissuasion elle-même, en suggérant qu'il pourrait y avoir à l'avenir un parapluie nucléaire français pour étayer sa stratégie de renforcement de l'alliance militaire entre membres de l'UE. Il rompt avec la doctrine bien établie. Cela placerait la France dans une position aussi ambiguë que dangereuse. En effet, soit l'offre de parapluie nucléaire n'est pas sincère et finira par être perçue comme telle et nuira, soit elle s'inscrit dans une logique d'escalade et contredit la nature même de l'arme atomique, fondée sur la disproportion assumée de ses effets. La France insoumise refuse solennellement ce choix. Elle appelle le président de la République à rectifier au plus vite ses propos afin de rétablir la doctrine de dissuasion nucléaire française dans son intégrité. Bastien Lachaud, député de la Seine-Saint-Denis. Aurélien Saint-Toul, député des Hauts-de-Seine. Responsable défense de la France insoumise. Donc, là on a eu la France insoumise en position. Là on va écouter la position des patriotes. Bon, Philippot il a dit c'est de la haute trahison. C'est le terme qu'il a utilisé. Bombe lors de son déplacement en Suède. Écoutez ça. La France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Union européenne. Premièrement, ça s'appelle de la haute trahison. Et c'est une rupture historique avec la doctrine du nucléaire français tel qu'il a été conçu par Charles de Gaulle. L'arme atomique française a toujours eu vocation à défendre l'intégrité territoriale française en cas de légitime défense. Maintenant, visiblement, ça ne sera plus du tout le cas, puisque si la Pologne ou la Roumanie se fait attaquer, nous devrons utiliser notre arme nationale pour la défendre. Vous me direz, qu'est-ce que ça change finalement, puisqu'en parallèle... Après, ça mériterait, tu vois ce que je te dis. Si la Pologne ou la Roumanie est attaquée, il doit y avoir un parce qu'il y a traité de l'autre. Ah oui. De toute façon, il y a déjà un programme d'armes européennes qui a été évoqué déjà depuis 10 ans maintenant. Dans la Pologne, je vois encore bien, ça va être attaqué par la Biélorussie, ou la Russie par l'intérêt de la Biélorussie, ou étendre le conflit d'Ukraine jusqu'à la Pologne, mais la Roumanie, je crois. Ah oui, la Roumanie aussi par l'Ukraine. Parallèle, on a l'OTAN. Et bien justement, étant donné qu'en novembre 2024 vont se tenir les élections présidentielles américaines, c'est là où ça prend toute son importance parce que Donald Trump a déjà annoncé à plusieurs reprises que s'il était réélu président, il quitterait potentiellement l'OTAN. On se demande quand même pourquoi est-ce que les oppositions et les médias ne s'insurgent pas davantage de ce qui vient d'être dit par Emmanuel Macron. Ça représente quand même une rupture fondamentale avec notre doctrine nucléaire. C'est une haute trahison. On va peut-être être dépossédé de notre arme nucléaire. Tu vois, ce qu'il faut retenir, je pense, dans cette information-là, c'est que l'attitude suspicieuse de Macron, ce malaise, l'a dit dans ce terme, c'est que potentiellement, il sait peut-être que Trump a gagné les prochaines élections. Mais en même temps, l'arme atomique, c'est déjà une... C'est très bien que si l'OTAN sort de... C'est très bien que si les États-Unis sortent de l'OTAN, en fait, l'OTAN est mort. L'OTAN ne tient par les États-Unis. C'est le côté France-Atlantique, c'est entre la France. Mais alors, si les États-Unis quittent l'OTAN, mais que l'OTAN reste, malgré tout, imaginons ce scénario. Mais il n'y a plus de bombe nucléaire. Il y a toujours la bombe nucléaire française, mais elle est utilisée au nom de l'OTAN, pas de l'Européenne. Ouais, ceci dit, oui.
Ce scénario existe aussi. Ouais. Ça a l'air con, l'OTAN sans l'Amérique. D'accord. Ouais, mais l'OTAN après, elle s'étend, je pense, peut-être beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, elle va sur d'autres pays. Oui. Peut-être qu'il veut pas prendre peut-être que l'Europe, c'est peut-être, parce qu'en fait, la France a toujours été vue comme le pays de la diplomatie. Pas le pays guerrier. C'est le pays de la diplomatie, mais avec mon bateau. Ah. Non, mais peu importe. Elle a jamais joué avec son arme nucléaire, autant que les Américains. À l'inverse, les Américains, eux, l'ont déjà utilisé 2 fois dans l'histoire. Donc, Mais, alors, par exemple, pourquoi la Suède, c'est pas plus irritant que ça pour rentrer dans l'OTAN, si l'OTAN est commandé? C'est peut-être qu'il y a encore une marge de manœuvre. Peut-être que Trump, de joue toute façon, sur la sortie de l'OTAN. De toute façon, pour la Suède et la Finlande, ils iront non, c'est Suède et Norvège, c'est ça? Oui, pour Suède et Norvège, ou Suède-Finlande, je sais plus, enfin, les 2 pays nordiques qui veulent rentrer dans l'OTAN, eux, quoi qu'il arrive, pile je gagne, face je gagne. Trump gagne ou gagne pas, ils sont toujours protégés. Par contre, après, du côté français, la responsabilité de l'arme nucléaire à elle toute seule à assumer, avec, comme en plus il y a une politique de désarmement de 300 têtes nucléaires seulement, c'est là que ça pose problème. 27 pays, 300 têtes nucléaires. 27 pays à défendre. Tu construis pas une bombe nucléaire comme ça du jour au lendemain. Hein. Mais ça, je suis parfaitement d'accord. Mais, c'est juste qu'il dit qu'il va la donner avant même de négocier comment elle sera utilisée, si elle doit être utilisée. Sauf que, il y a un nouveau challenger dans le nucléaire qui est bien débarré. La Chine. La Chine déploie désormais 500 têtes nucléaires selon le Pentagone. Et ça reprend une phrase que Olaf Scholz avait dit il y a quelques semaines. Olaf Scholz avait très peur, avait dit que avant fin 2030, il y aurait une guerre sur le territoire européen. Ça correspond un peu à l'agenda du nucléaire de la Chine. Et c'est peut-être pour ça, pour revenir à ce que tu disais, que Xi Jinping a dû aller calmer Poutine en disant on n'est pas encore prêt, calme le jeu, t'inquiète, tu feras ce que tu veux, mais il faut nous laisser encore un peu de temps. Mais sauf qu'ils ont manœuvré en secret les Chinois sur leur nucléaire, puisque le Pentagone vient seulement de se rendre compte de cette information-là. Mais pour les Chinois, qu'est-ce que ça aurait un avantage d'avoir une guerre nucléaire en Europe? C'est dissuader les autres pays des forces alliées de pas venir sur le Pacifique. Si l'OTAN tombe, Taïwan est plus protégé parce qu'il appartient à l'OTAN. Voilà. Donc, la Chine prend Taïwan. Voilà. Mais les États-Unis n'attaquent pas.
Il n'y a pas de guerre. Donc, il n'y a pas de guerre. Ah, il y a une guerre sur Taïwan, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de conflit nucléaire. Taïwan n'est pas une force nucléaire. Sauf que je pense que ça s'arrêtera pas là. En fait, ça s'arrêterait là, s'il n'y a pas d'OTAN. Parce que la Chine veut Taïwan, elle veut le France. Sa puissance technologique. Si il y a l'OTAN, et comme Taïwan est sous sa protection, si la Chine attaque Taïwan, l'OTAN entre en guerre contre la Chine. C'est ce mécanisme d'alliance entre mais Taïwan a aussi des alliances avec le Japon, qui en a avec d'autres. Tu vois, c'est l'effet ricochet. C'est l'effet ricochet qui peut arriver. Et la dissuasion militaire, la dissuasion nucléaire chinoise va être dans la logique de vous ne nous attaquez pas. Sinon on déploiera. C'est parce que aujourd'hui, tu vas voir les stocks de la Chine en nucléaire, elles sont c'est pas grand chose. Non, oui, il en faut pas beaucoup. Pour le moment, ils sont, mais tu vois, d'ici 2030, ils vont être à 1500. Et la Russie et les États-Unis ont toujours gonflé leurs chiffres. En disant les armes qu'ils ont, mais c'est pas forcément les armes qui sont opérationnelles maintenant. Bon, dedans, tu regardes le Pakistan, l'Inde, on sait pas combien ils s'y font. En ce moment, on dit qu'ils le font pas, mais ils continuent la recherche nucléaire. Tu sais pas combien ils ont de givre. La Chine, tu sais qu'elle va beaucoup en Iran pour l'uranium. Donc, tu sais pas s'ils ont pas une couverture aussi, ou si les Chinois produisent pas l'uranium, genre, vous le faites chez vous, et vous nous le livrez, ils traitent. Ouais. Mais c'est comme pour le Pakistan ou voilà. Mais sauf que tous ces pays-là, c'est quoi? Ce sont des pays des BRICS. L'Inde aussi lance un gros programme de nucléaire aussi. Et en plus, achète énormément d'armements à la France. Des Rafales, énormément de commandes de Rafales. En fait, c'est une transition d'un bloc à un autre. Et c'est pour ça que c'est aussi un équilibrium. Là où il y a on est en train de voir justement, on avait parlé dans notre sujet des BRICS justement de cette bipolarisation du monde. L'armement est un processus normal jusque là, la bipolarisation du monde. S'il y a une force qui émerge, qui devient équivalente, qui devient un bloc équivalent au bloc adverse, c'est normal que son équipement s'aligne sur celui de son adversaire. Mais il y a aussi les intérêts de la Chine. Et je pense que bon, là, il a 500 armes nucléaires face aux Américains. Il pourra pas défoncer tous les alliés. Il pourra pas au mieux, il pourra choisir soit entre les États-Unis, une partie des États-Unis ou une partie de l'Europe. Mais avec 1500, il peut attaquer les deux continents. Ah, la Chine pourra s'emparer d'une partie de l'arsenal nucléaire russe, j'imagine. C'est ça qui le bloquer entre deux. Voilà. Donc, d'autant plus qu'ils respectent pas les traités en question. Ils ont jamais, les traités sur le nucléaire n'ont jamais été respectés. Je parle notamment sur la quantité de missiles terre. Parce qu'après, t'as les missiles mer et les missiles air. Parce que justement, ils développent que du missile terre. Après, l'avantage de la France, même si elle a que ses 300, c'est qu'elle a ses sous-marins nucléaires. Et qu'elle a une force de frappe furtive. 4 sous-marins nucléaires actifs. Ouais. Missiles énormes. Voilà. Donc. Là, un article de la dépêche.fr qui s'appelle Guerre en Ukraine, escalade nucléaire de la Russie, menace de la Chine, les craintes de la CIA pour les mois à venir. Ouais, qui date de mercredi 7 février 2024. Non, 2 février, tant pour moi. Tu vois, c'est 5 jours. Voilà. Tu vois, l'actualité dans la semaine. On est
Il y a juste la position de Macron qu'on avait vue en 2020 qui a changé. Mais il a changé au moins 3 fois de sa vision sur le nucléaire. Donc. Mais là, on sent carrément qu'il est contraint. Il y a quelque chose derrière ouais, j'ai vu qui le pousse. Ouais. Il a l'air inquiet. Hein. Dans une longue tribune dans un magazine américain, William Burns, directeur de la CIA dont la parole publique est rare, s'est livré sur son analyse de la situation géopolitique mondiale actuelle et sur les risques menaçant les États-Unis. Guerre en Ukraine, nouvelle guerre froide, nouvel ordre mondial dicté par la Chine. Dans un long article publié sur le site américain Foreign Affairs, le directeur de la CIA, de renseignement américain, William Burns offre une analyse des enjeux géopolitiques actuels et des éléments qu'il considère comme des menaces envers les USA et la stabilité mondiale. Le patron des renseignements américains évoque d'abord une période aussi agitée que la guerre froide, les années post-11 septembre, en raison de la montée de la Chine et de l'esprit de revanche de la Russie, qui pose selon lui des défis géopolitiques intimidants. Dans le monde de compétition stratégique intense, les États-Unis ne sont plus les seuls maîtres incontestés. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a, selon Burns, réinstauré une ère de guerre froide. Il pointe du doigt Poutine, obsédé par l'idée de subjuguer l'Ukraine au cours russe, et exposer les faiblesses du pays. D'une économie unidimensionnelle à cette prouesse militaire exagérée en passant par un système politique corrompu. La guerre de Poutine est déjà un échec pour la Russie à bien des égards. Son objectif initial était de s'emparer de Kiev et de soumettre l'Ukraine, s'est avéré insensé, illusoire, estime le directeur de la CIA. Il estime qu'au moins 315 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début du conflit, que l'économie russe subit des revers à long terme, et que le pays est en passe de devenir un vassal économique de la Chine. Risque d'escalade nucléaire et menace chinoise. Autre échec russe en Ukraine, le renforcement de l'alliance transatlantique avec l'intégration de nouveaux membres, la Finlande et probablement la Suède, et de la solidarité européenne boostée par ce nouveau conflit aux portes du vieux continent. La guerre en Ukraine corrode le pouvoir de Vladimir Poutine à son domicile, affirme-t-il. Un fait mis à jour, selon Burns, par la mutinerie du groupe militaire Wagner et de son leader Prigojine. Il concède néanmoins que l'année 2024 sera dure sur le front ukrainien. Le directeur de la CIA met en garde contre un contexte qui pourrait pousser la Russie à une nouvelle course nucléaire. Il serait stupide d'écarter totalement les risques d'escalade. Seule solution pour s'en prévenir, préserver l'aide occidentale à l'Ukraine. Malgré un passage sur la Russie de Vladimir Poutine, c'est bien la Chine de Xi Jinping présente la plus grande menace sur le long terme. T'arrêter de loin. Pour moi, c'est pas de préserver l'aide occidentale à l'Ukraine, hein. C'est de se mettre autour de la table et de négocier. Ben, le truc salaud qui s'est fait, en fait, c'est que l'Occident a, au début, affirmé qu'il apporterait toute l'aide nécessaire à l'Ukraine. Ouais. Oui, mais c'est con, mais c'est des cons. Il a promis ça, mais il n'aide l'Ukraine qu'à survivre. S'il aurait aidé l'Ukraine à gagner la guerre, ça aurait été quelque chose de différent. Là, en fait, on maintient en vie une personne qui est en train de se faire tabasser. C'est dans le commun. Si tu veux. En tous les cas, c'est pas une véritable aide. On s'investit là-dedans, mais on va pas aider l'Ukraine à ouais, on pour le punching ball, quoi. C'est pour ça que, oui, il y aura probablement une phase de négociation qui sera terriblement déshonorante pour l'Ukraine, où la Russie va s'attribuer des nouveaux territoires. Tout ça pour éviter une escalade, en fait. Parce que la Russie a échoué à envahir l'Ukraine en une semaine. D'accord. Mais l'Occident a échoué à aider l'Ukraine aussi. L'Ukraine va perdre une partie de son territoire. Surtout a échoué dans le sens où l'Occident est quand même responsable. Moi, du départ, je l'avais dit, hein, ça a toujours été ma position. Les Russes ont certes agressé, on ne ment pas, mais ça reste malgré tout les Européens et les Américains qui ont joué un peu trop au con avec Poutine. Ça fait plus de 10 ou 15 ans qu'il va attaquer l'Ukraine. Si il continue à jouer avec l'OTAN et compagnie, tu vas trop rapprocher les frontières de ces pays. Ah, ça j'hésite. Je te retrouve des vidéos de l'INA. Non, mais oui, ça qu'il le dit, je suis d'accord. Poutine l'a dit. Mais de là à dire que c'est la faute de l'Occident. Bah si, parce qu'ils n'ont pas respecté les accords de Minsk. Alors ça, c'est le premier point de départ. Et après, il y a eu le format Normandie, Merkel, Macron, qui devait, c'était à la base Merkel, Hollande, qui devait gérer la chose. Jusque-là, ça allait plus ou moins bien. Ça permettait de temporiser.
Par contre, à partir du moment où ça a été Merkel-Macron, c'est là que c'est commencé à partir en couille. C'est à partir du moment où la Crimée a été rattachée à nouveau à la Russie, parce que ça c'est une chose intéressante aussi. L'Ukraine était une puissance nucléaire. Même avec les histoires avec Hunter Biden, tu vois. Les valises de billets, ce genre de choses. Oui, ça c'est. C'est presque commun. Ils ont alimenté aussi le fait qu'ils bombardent aussi les pays justement ukrainiens, enfin les régions qui étaient justement pro-russes en 2-3 ans. Enfin, tu vois, on est en train de glorifier Zelensky. Il ne s'agit pas de le glorifier, il s'agit juste de dire à partir de quand c'est qui a fait le pas décisif ou alors qui a causé la situation tendue comme ça. À la sortie, à l'effondrement du bloc soviétique, l'Ukraine est une puissance nucléaire. Et de toute l'histoire de l'humanité, c'est la seule qui a accepté de se désarmer nucléairement en échange d'une chose. Jamais d'agression sur l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine avait la bombe atomique, si elle avait conservé, elle n'aurait pas été attaquée par la Russie de la même façon. Elle n'aurait pas du tout été attaquée par la Russie. Et l'Ukraine peut-être regarderait peut-être ses intérêts comme Yanukovych, comme à l'époque, c'était les Russes. Peut-être plus pro-russes s'ils avaient leur atomique. Mais le Zelensky n'était pas tellement anti-russe. Il était pro-européen, certes, mais il était pour une entente apaisée avec la Russie, avec Poutine. Dans ses politiques, il a pas trop montré. Il n'était pas agressif, c'est déjà une chose, mais il n'était pas contre une entente avec la Russie. Le problème, c'est la Russie est passée aux actes beaucoup trop vite. Par exemple, ce qui s'est passé en Crimée, d'abord, on envoie de forces armées déguisées en civils, touristes que tu veux, des hommes habillés en vert, comme ils disaient à l'époque, qui ont pris contrôle du territoire, et ensuite ont coupé la Crimée de l'accès à l'Ukraine pour organiser un référendum populaire. Oui, je me rappelle de... Parce que s'ils avaient trouvé un autre moyen légal de faire ce référendum, la Crimée serait devenue russe. Il n'y aurait pas eu d'agression, il n'aurait pas été un territoire qui aurait été évincé. Il y avait d'autres moyens peut-être de faire passer la Crimée en zone russe. Seulement pour la Russie. Ah oui, ce que je te dis, ça devait être le format de Normandie, ça devait le faire. Mais ça n'a pas été fait, la Russie l'a prise militairement. Parce que justement, ils ont commencé à se foutre de la gueule des Russes. Ils n'ont pas respecté, en fait, Zelensky n'a pas respecté ses propres accords avec Minsk. Et les accords en Normandie, pour le moment, ça se tenait plus ou moins Merkel, ce que je te dis, Merkel-Hollande, ça se tenait plus ou moins, parce qu'en fait, ils devaient se donner garant du fait que Zelensky n'ait pas respecté les accords de Minsk. Mais de là à envahir un territoire, évidemment. Ah non, mais après, ils pensaient quand même, il avait quand même des raisons, ils étaient en train de négocier pour les faire entrer dans l'OTAN. Et il a toujours dit que c'était sa ligne rouge. Oui. Mais dans les faits, effectivement, l'Ukraine n'est jamais rentrée dans l'OTAN. Mais est-ce qu'il aurait fallu attendre qu'il soit dans l'OTAN pour qu'il réagisse? Faut se mettre aussi dans cette position-là. C'est parce que la Russie est persuadée que l'OTAN veut s'emparer de la Russie militairement. On peut répéter ce que tu dis? La Russie est persuadée dans sa vision que l'OTAN veut attaquer militairement, alors on parle militairement, la Russie. Or, la méthode occidentale aurait été plutôt économique, plutôt légale. Mais la Russie, elle, est dans une logique guerrière depuis... c'est l'histoire de la Russie. Bon, d'accord. C'est l'histoire de la Russie. Mais justement, la Russie voit une attaque militaire quand il n'y en avait pas. Les voisins, effectivement, de la Russie sont des personnes qui ont peur de la Russie parce que la Russie, par le passé, s'est montrée agressive et dangereuse en elle. Ouais, bien sûr. Mais quand la Pologne est entrée dans l'OTAN, c'était pas pour attaquer la Russie. Non, j'entends bien. Mais par rapport à sa localité, la Pologne la Pologne était loin. Parce qu'il y avait la Biélorussie, on était pas entre les deux. Voilà. L'Ukraine est une frontière directe avec Poutine. Ouais. On était où? Là. Malgré un long passage sur la Russie, de Vladimir Poutine, c'est bien la Chine occidentale présente la plus grande menace à long terme à Stuart Burns.
Burns souligne que la nécessité du leadership américain et sa capacité à rassembler ses alliés sur le dossier ukrainien qui a probablement surpris un dirigeant chinois qui voyait les États-Unis comme un pouvoir en déclin. L'un des moyens les plus sûrs de raviver les perceptions chinoises sur l'inconstance américaine et d'attiser l'agressivité chinoise serait d'abandonner le soutien à l'Ukraine, insiste Burns. En plein contexte d'hésitation sur la poursuite de l'aide occidentale à l'Ukraine et les craintes d'un abandon total de soutien en cas de réélection de la Voilà. C'est ce rapport de la CIA. C'est qu'ils ont eu des infos. Ils savent précisément, politiquement, que ça va être très compliqué, Trump. Mais Trump devait comprendre alors que... Et le fait qu'on te dise qu'en cas de réélection de Donald Trump à 1 an, c'est que c'est possible. On prévoyait déjà la fin du monde sous Trump lors de son premier mandat. Non, à la fin de son premier mandat, on se foutait de sa gueule. On le voyait pas élu. Jamais il passera. On était dans la farce. On était dans la blague. Ah, mais... Non, mais pour les médias. Comment l'information a été relayée. Mais quand on parlait de Trump, on disait qu'avec lui, ce serait la fin du monde occidental. Oui, dans les universités, etc., il y avait beaucoup d'arguments pour ça, Oui, bien sûr, c'est ce qu'il disait. Alors que je pense que ça a été l'une des périodes les plus paisibles dans le monde. Et Trump était le président qui faisait le moins de guerre durant, je crois, ces 50 dernières années. Ah, surtout qu'on n'a pas fait de nouvelles. Oui, c'est déjà pas mal pour un président. Et qui en a arrêté certaines. Donc voilà. Donc, est-ce que la question, c'est, est-ce que vous pensez que Macron fait bien, Macron fait mal, et pourquoi? Est-ce que vous voyez quels sont les différents appuis qu'il peut y avoir d'extérieur sur Macron pour le voir dans cet état que c'est fou de le revoir, ça? Mais la photo. Non. Regarde comme il triture son alliance. Donc, regarde son titre, c'est... Merci, Barry. Non, il est franchement pas franc, là, on... Ah, tous, il n'a rien compris. Ça ne va pas avoir de critères magnifiques. Et ça m'a fait, on aurait partagé la nucléaire française et une européenne. C'est à la fois étrange, la déclaration de Macron, c'est à la fois très bizarre que personne ne relaie l'information. Peut-être justement c'est pour éviter d'attiser Oui, le problème est peut-être très très sérieux et que faut mieux pas en parler, un peu comme les agriculteurs. Hein. Finalement, ils en ont pas parlé, mais la politique de l'autruche. Et sauf que t'as vu l'explosion dans tes yeux. Malgré le fait que la presse contenait l'information. Oui. Qu'est-ce que ça aurait été avec une presse libre? Oui, parce qu'on sait très bien que les Gilets jaunes ont pris aussi un peu plus de force parce que ça donnait du poids. Il y avait quand même au départ, il me rappelle, tu vois, beaucoup de personnes qui allaient manifester juste pour passer devant les caméras de BFM. Tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a eu quand même une catégorie de citoyens qui étaient comme ça. Les caméras attirent certaines personnes, comme le pouvoir attirer les détractés, c'est bien connu. En tout cas, enfin voilà. Si vous aimez notre travail et je vous souhaite de vous abonner, de liker la vidéo, ainsi que de commenter. C'est une bonne façon de nous soutenir sur toute la chaîne des marques. Ouais. C'est une bonne chose. N'oubliez pas de parler de vous à vos autres amis. Éventuellement partager les vidéos. Ça nous aide pas mal aussi de partager les vidéos. Surtout qu'il y en a qui décollent très bien maintenant, c'est agréable. Et avant tout, un petit commentaire, un petit like, un abonnement, c'est toujours agréable. Ça nous donne du courage d'avancer. Et sinon, on se voit tous les mercredis à 19h sur notre canal Twitch. Il est dans le lien aussi.